Bonsoir à tous, vous l'avez remarqué, le plateau a changé ce soir. Nous sommes bien équipés contre le froid pour vous emmener au sentier des Lanternes à Metz, un lieu féerique, lumineux et qui offre une parenthèse hors du temps. Mais avant d'en apprendre davantage sur cette animation, eh bien, place au titre de ce jeudi 1er décembre. « 20 à 25% d'activité en plus, c'est ce que recense Amazon sur le site d'Oni. Alors avec le rush de la période des fêtes, 400 saisonniers viennent renforcer les effectifs. Reportage dans un instant. Qui fabrique le meilleur pâté lorrain et la meilleure galette? Deux concours départementaux se sont déroulés au siège de la Fédération des boulangers-pâtissiers de Moselle avec dégustation et prix à la clé. La route des Lanternes en Moselle fait une halte à Amnéville au cœur du zoo et pour l'occasion des centaines d'illuminations animales ont été installées et c'est une première. Pour ce vendredi, difficile de rester au sec. La pluie s'invitera toute la journée, même si l'après-midi sera moins humide. Les températures seront très froides, 1 à 2 degrés au réveil et 5 degrés au maximum. Mais nous allons réchauffer un petit peu vos cœurs en nous baladant au sentier des Lanternes à Metz ce soir. D'où est venue l'idée de cette animation ? Pourquoi ces lanternes attirent toujours autant de monde en Moselle? On fera le point avec notre invité du jour qui nous rejoindra dans quelques instants, Patrick Weyten, président du département de la Moselle. Mais d'abord, on développe l'actualité. Et jusqu'au 2 décembre, vous risquez de trouver porte close en vous rendant chez votre médecin ou dans un laboratoire médical. Les professions de santé libérale sont en grève et les revendications sont nombreuses, à commencer par le fait d'augmenter le tarif de la consultation qui est actuellement à 25 €. On écoute justement le docteur Alain Prochasson, président de la CPTS Metz et environ. On a fait des propositions de revalorisation à 30 €. On n'est pas aux 50 € comme certains, mais 30 € ça serait déjà bien avec une hiérarchisation des actes, parce qu'on parle aujourd'hui de faire des transferts de compétences, des transferts de tâches. Tout à fait d'accord pour libérer du temps médical, à condition que les actes plus importants qu'on va réserver aux médecins libéraux, aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes soient correctement revalorisés. Quand on parle de revalorisation, c'est aussi pour intéresser les jeunes, c'est aussi pour pouvoir avoir les moyens d'embaucher des secrétaires, d'avoir des assistants médicaux, et puis aussi d'avoir du temps médical à consacrer aux patients sans faire des tâches administratives qui nous prennent un temps fou encore aujourd'hui, et c'est de pire en pire. On parle beaucoup de restreindre cette liberté d'installation. Or, c'était démontré que d'une part, ça ne résout rien et d'autre part, ça va encore rebuter des étudiants qui souhaiteraient être médecins dans le futur. Eux aussi démarrent, donc ils ont besoin de continuer à faire leurs armes et pas forcément d'aller directement dans des endroits où il n'y a personne. L'Agence régionale de santé du Grand Est demande donc de ne pas saturer les urgences si vos médecins sont en grève. En cas de nécessité, appelez donc le 15 en priorité. La course au cadeau est lancée avec 25 millions d'articles dans sa hotte. L'entrepôt d'Amazon d'Oni se prépare à affronter le rush de Noël. 400 saisonniers ont été recrutés pour aider les équipes à traiter les centaines de milliers de commandes des internautes. C'est un reportage de Camille Arnaud et Fanny Bragard. Emballer, c'est scanner. En moins de temps qu'il n'en faut pour décrire le process, ces colis Amazon sont conditionnés pour être déposés intacts au pied des sapins. On scanne l'article et c'est l'ordinateur qui nous indique du coup quel carton on doit prendre. Et après on met le fil pack pour bien caler l'article pour qu'il lui arrive rien dans le carton. Et après on met l'étiquette de suivi et on envoie sur le convoyeur. Une logistique millimétrée que Laurent inculque aux 400 intérimaires et saisonniers appelés en renfort pour traiter les innombrables commandes de cette fin d'année. Je leur montre les procédures pour aller le plus vite possible.
où je leur explique les erreurs à éviter, toutes ces petites choses-là. Il n'y a rien de vraiment compliqué, c'est juste une question d'habitude. Une fois qu'on a pris l'habitude, ça part tout seul. En poste depuis 1 an et demi, Laetitia est parée pour ce nouveau rush de Noël. Expérimentée, la piqueuse peut traiter jusqu'à 350 articles par heure. Honnêtement, je pense que ça devrait aller. Ça va être quand même un peu moins la course, même si on essaye vraiment de faire en sorte que tout soit expédié dans les temps pour les clients. À 4 semaines du réveillon, les 2800 CDI du site tournent à plein régime, comme ces 55 000 étagères robotisées qui dopent leur productivité. Les volumes varient en fonction du type d'article, de la taille des articles, du jour de la semaine, de l'heure de la journée. Mais globalement, on est sur des centaines de milliers. C'est des volumes qui sont plutôt très bons, on va dire, pour Amazon et pour ses clients. Et c'est aussi grâce à ces volumes qui sont de plus en plus élevés, on va dire, pour un site comme le nôtre. C'est grâce à ces volumes qu'on peut embaucher tous ces CDI et aussi ces emplois saisonniers. Avec 25 millions d'articles en stock, après seulement 15 mois d'exploitation, l'entrepôt Amazon Donny monte en puissance. D'ici la fin de l'année, 200 intérimaires vont être convertis en CDI afin qu'aucun cadeau n'arrive après Noël. Des lanternes à Metz pour déambuler dans ces 3000 mètres carrés d'installation magique, des illuminations qui prennent vie chaque jour dès 17h. Et c'est aussi à la tombée de la nuit qu'une vingtaine de personnes s'est réunie hier soir devant le théâtre municipal de Thionville pour dire non à la peine de mort, un rassemblement annuel que l'on doit à l'association Amnesty International. Jean Milon revient pour nous sur ce moment fort en émotion. Comme Victor Hugo, je souscris à l'idée que la peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Pour Amnesty International, c'est un combat long de plus d'un demi-siècle. Mais pour l'humanité, il est bien plus ancien. Sa pierre fondatrice remonte au 30 novembre 1786, quand alors le Grand-Duché de Toscane devenait le premier pays à abolir la peine de mort. La peine de mort doit disparaître de toute la planète et je suis contente que ma ville s'y associe. Et bravo à Amnesty International pour le travail qu'ils font depuis tant d'années. C'est l'humanité qui est concernée et c'est important de mener ce combat. En 2021, Amnesty International a recensé 579 exécutions dans 18 pays du monde. Un nombre en augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. On est très attachés à régulièrement rappeler que des États la pratiquent, y compris pour des délits mineurs. Je pense à Singapour qui, pour 5 grammes de shit, proclame la peine de mort. Malgré tout, le nombre d'États abolitionnaires ne cesse de grimper. Aujourd'hui, 2/3 des pays du monde n'ont plus recours à la peine de mort en droit ou en pratique. Toute action qu'on peut mener, que ce soit les jeunes générations ou même les plus vieilles générations, l'union qu'on peut former tous ensemble, ça peut vraiment avoir un impact et ça peut vraiment changer les choses à grande échelle et donner des idées à d'autres villes pour qu'au final on fasse tous un mouvement. Je crois que le boulot d'Amnesty n'est pas terminé, loin de là. C'est vrai qu'on rêve qu'Amnesty disparaisse, quoi. Ce serait un monde idéal, mais il faut qu'on tente vers ça, c'est tout. Voilà. Mais on ne lâchera pas. La lutte continue donc. En Moselle, l'ultime condamné à mort a été exécuté à la prison de Metz le 16 décembre 1967. Et hier se déroulaient également 2 concours départementaux autour du pâté lorrain et de la galette feuilletée aux amandes. 2 produits tendance en Moselle que 10 artisans ont produits pour tenter de décrocher la première place. Mais avant, il fallait passer par la case dégustation. Regardez. Voici les rois de la pâte feuilletée. D'un côté, Michel Dudot, qui a réalisé l'une des meilleures galettes feuilletées aux amandes de la Moselle. De l'autre, Éric Linster, qui a cuisiné l'un des meilleurs pâtés lorrains du département. Une première en 25 ans de carrière. Je m'y attendais pas du tout, quoi, je veux dire. On aime bien participer au concours, mais après, je veux dire, on fait vraiment dans la production de ce qu'on fait tous les jours. Les 2 feuilletés ont été sélectionnés parmi une dizaine de créations par un jury professionnel. Tu regardes la qualité du feuilletage, la régularité, la belle couleur, et puis après le goût. Si certains sont restés dans la tradition,
D'autres ont développé leur créativité. Pour participer, les artisans boulangers ont tous suivi des consignes strictes. Réaliser 2 pâtés carrés de 400 grammes et 2 galettes de 30 cm de diamètre maximum. En fait, il y avait une température imposée, pas qu'il y en a qui arrivent tièdes, parce que dans ce cas, les boulangers du secteur de Metz sont privilégiés parce qu'ils habitent près, ils auraient pu ramener des galettes tièdes et du coup, c'est vrai que gustativement, c'est meilleur. Donc, toutes les galettes doivent être froides pour que tout le monde soit noté de façon équitable. De la cuisine au décor. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais il aurait pu au moins fondre le sucre comme il faut, ou il a passé du sirop là-dessus. En passant par le feuilletage et la crème, tout est passé au crible. Elle a un bon goût d'amande, pas trop fort, ce qu'il faut à peu près. Le fourrage, la qualité de la crème d'amande est bonne. Après la dégustation des 9 galettes, cette frangipane se détache légèrement du lot. Il y avait une bonne cuisson et il y avait tout au niveau feuilletage, elle ne s'est pas écaillée, c'était très bien quoi. Une recette qui fonctionne puisque le créateur de cette galette n'en est pas à sa première victoire. On essaye toujours de trouver des petites astuces qui permettent d'améliorer. Donc tous les ans, on fait des recherches un petit peu sur le feuilletage, ce qu'on pourrait faire, mais pour améliorer le croustillant, le développement du feuilletage. Voilà. Donc on est toujours en recherche permanente en fait. L'artisan boulanger représentera la Moselle au concours national de la meilleure galette aux amandes les 5 et 6 décembre prochains à Jouer-les-Tours dans l'Indre-et-Loire. Je ne sais pas si vous avez la chance de l'entendre, mais la musique ici au Sentier des Lanternes à Metz est très entêtante. On est tout de suite dans l'ambiance. En tout cas, c'est le moment de faire place à la culture pure et dure dans notre rubrique du jour. Du théâtre moderne, une balade insolite au son de la flûte traversière et un concert de musique de films et de séries. Encore de belles pépites culturelles que vous propose Alicia Hiblot, installée bien au chaud pour le coup. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, pour commencer, j'ai décidé de vous emmener au théâtre pour y découvrir ou redécouvrir Balzac et ses illusions perdues. Alors attention, quand cette œuvre mythique passe entre les mains de la metteur en scène Pauline Bayle, il faut s'attendre à ce qu'un vent de modernité souffle sur scène. Une scène sur laquelle des comédiens en costume de ville vont évoluer comme sur un ring. 5 comédiens au total qui vont se partager 18 rôles avec une fluidité époustouflante. Tout cela pour aborder les thèmes intemporels que sont l'argent, le pouvoir, l'ambition, mais aussi l'amour et la trahison. Tu pourrais devenir un grand écrivain et tu ne seras jamais qu'un petit farceur. D'ici 5 mois, je vous aurais donné plus d'argent pour les critiques que vous ferez que si aujourd'hui j'achetais votre poésie invendable. Tu veux prendre ta revanche? À tout prix. Alors écris un article qui démolisse la seconde édition du roman de Raoul Nathan. Qu'il n'en déplaise aux anciens de la vieille garde, la littérature nouvelle est en marche. Illusions perdues, un spectacle coup de poing et avec lui un récit initiatique qui met en lumière la soif de réussite et ses dérives. Spectacle que vous pourrez apprécier mercredi 7 et jeudi 8 décembre au théâtre de Thionville, un site pour avoir toutes les informations à ce sujet. Et poursuivons avec une balade insolite que vous allez pouvoir faire autour de l'Esplanade à Metz, une balade historique pour découvrir ou redécouvrir les monuments marquants de la ville. Alors jusque-là, rien de bien original, sauf que cette balade se fera au son de la flûte traversière et du chant de l'historienne musicienne Adeline Karcher. Un voyage passionnant qui vous permettra de porter un autre regard sur le patrimoine messin. Ça se passe les 3, 10 et 17 décembre, les samedis, donc de 15h à 16h30. Les réservations sont obligatoires. Et pour terminer, prenons la direction du Palais des Congrès Robert Schuman de Metz pour y découvrir le Neko Light Orchestra, un collectif de 25 musiciens-compositeurs originaires de Toulouse, collectif qui très vite a pris la forme d'un groupe de rock qui se prend pour un orchestre et qui réinterprète des musiques issues des univers de la science-fiction. C'est ainsi qu'à Metz, ils vont proposer 2 concerts. Le premier, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, va donner lieu à la réinterprétation des titres, vous l'aurez deviné, des plus belles musiques de la saga Harry Potter. Et puis le second proposera un focus sur les musiques du Seigneur des Anneaux et de Game of Thrones, enchantement garanti.
Pour vivre ces concerts uniques, rendez-vous samedi 3 décembre à 16h et 20h au centre de congrès Robert Schuman de Metz. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. Bye bye. Et vous avez pu le suivre ce mercredi soir sur Moselle TV. Après 6 semaines de trêve internationale, Metz Handball a repris le fil de sa saison avec brio. Les Dragons ont remporté facilement le Classico 33-24 face aux Bisontines malgré le retour tardif des joueuses sélectionnées durant cette période. Les filles de Manu Mayonade ont été bousculées l'espace de 10 minutes avant de dérouler sous la houlette de Chloé Valentini, Stelvia Pasquale et surtout de la Danoise Louise Winter-Burgard, meilleure buteuse de la rencontre avec 7 réalisations. On écoute d'ailleurs cette dernière ainsi que l'ailière gauche Laura Canor. On a retrouvé notre niveau, c'était super. On a eu 2 jours pour préparer le match et je suis très fière de nous qu'on peut juste enchaîner et ouais. On avait envie de montrer qu'après la trêve, on sait se remobiliser, que tout le monde est ensemble et on avait envie vraiment de faire une belle prestation et je pense qu'on a réussi. Ben oui, pendant 4 semaines, on a fait beaucoup de spécifiques, c'était bien pour nous individuellement, mais ça nous a manqué beaucoup de tout terrain. Du coup, on attendait que ça, on fait un match pour pouvoir on peut faire des contre-attaques, courir, on avait envie vraiment. Son départ donne le coup d'envoi du marché des transferts qui devrait animer Metz Handball cet hiver. De retour au Bercail depuis 2 saisons, Tamara Horacek, formée au club, a décidé de répondre favorablement au Neptune de Nantes. La demi-centre internationale française s'est engagée pour 3 ans en Loire-Atlantique avec l'ambition d'avoir davantage de responsabilités pour se donner toutes les chances de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Arnaud Demerlet et ses chroniqueurs reviendront sur ce départ et sur toute l'actualité de Metz Handball dans Dragon Mag ce vendredi à 18h30. Nicolas Jarza, le préparateur physique du club, en sera l'invité. Et tout de suite, place à notre invité du jour. Patrick Weyton, bonsoir. Bonsoir. Les images parlent d'elles-mêmes, on l'a vu toute la semaine. Le sentier des lanternes est devenu au fil du temps un incontournable des Noëls de Moselle. Est-ce qu'on peut peut-être déjà préciser d'où vient cette idée assez novatrice sur le territoire? Elle est venue en 2010, quand mon prédécesseur avait décidé d'installer ce sentier des lanternes sur le site de la Connexie, avec une fréquentation qui était très limitée. Et j'ai, dès 2011, fait le choix et le pari de l'installer au pied de la direction et de la présidence du conseil départemental de la Moselle. Et très vite, on a eu un succès qui a grandi au fur et à mesure, un sentier qui a évolué. Et à un moment, avec 150 000 visiteurs, on ne pouvait plus le garder là où il était. Et c'est la raison pour laquelle on l'a déplacé ici sur un espace prestigieux. On dirait presque qu'il est conçu pour recevoir ce sentier des lanternes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette success story made in Moselle? On l'explique déjà par une imagination, une idée, c'est-à-dire de ramener de la lumière, que Noël soit cette fête des lumières, et qu'à partir de là, on trouve quelques figurines qui symbolisent Noël sous toutes ses formes. Et on a évolué au fur et à mesure, on a trouvé un fournisseur qui n'a pas été facile, on a conçu ensuite chacune des figurines. Et puis au fur et à mesure, il a grandi. Là, c'est plus de 200 figurines supplémentaires qui ont été installées. C'est près de 2000 aujourd'hui objets qui maillent l'ensemble de ce sentier des lanternes. Et on a privilégier naturellement une écologie en termes d'énergie, puisqu'on est là sur des LED, et on a fait également ce pari-là, mais on a voulu le préserver, et on est là, je pense, dans la féerie de Noël, qui se présente à nous sous ses lumières. Vous l'avez un petit peu dit juste avant, il y a eu beaucoup d'évolutions. Comment est-ce qu'on fait pour intéresser chaque année les visiteurs, alors qu'on est bien loin de tout ce qui est haute technologie, etc. Mais je crois que nos concitoyens ont besoin d'avoir des choses simples, visuelles, je vais dire presque qu'on peut presque toucher, et puis qui nous rappellent notre jeunesse. Et je crois que c'est important de revenir à ces valeurs-là. Alors c'est une grosse campagne de communication qu'on a conduite chez vos amis TF1. On l'a conduite également pendant 2 ans dans le métro parisien. On l'a fait sur l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, l'Île-de-France. Et de par cette communication dynamique, de par la fréquentation de personnes qui ont pratiqué la meilleure des communications, c'est le bouche à oreille. Et bien ça s'est traduit aujourd'hui par
à ce jour-là 15 000 visiteurs déjà, alors que l'année dernière nous étions à 9 000. Donc on a vraiment un succès et je pense qu'on va très largement exploser les compteurs. Le record de visite avait été atteint en 2019 avec 150 000 entrées. On a d'ailleurs le souvenir, pour ceux qui s'en rappellent, de voir cette foule qui s'étendait jusqu'au pont de la préfecture pour rentrer. Au départ, ce sentier des lanternes, c'était uniquement à Metz, avec, vous l'avez dit, donc 2000 figurines. Et puis ensuite, vous avez décidé de l'agrandir. Pourquoi ce choix ? Parce que j'ai considéré qu'il ne fallait pas uniquement s'arrêter à la capitale et à la ville-centre qu'est Metz, mais l'ouvrir et qu'on installe la route des lanternes. Hein, et qu'on le fasse depuis Beach, puisque Beach a une partie de ses figurines et de son sentier des lanternes jusqu'à Sierre-les-Bains, qui est de l'autre côté du côté ouest. Et on l'a fait ensuite en essayant d'installer sur la Moselle-Est, à Forbach, qui a également ces figurines qui sont installées. Et on veut développer, aller encore plus loin dans cette démarche-là pour que nous ayons une vraie route des lanternes à partir des sentiers des lanternes ici à Metz et qu'on puisse illuminer l'ensemble des territoires de la Moselle. Est-ce qu'on peut poser cette question, le concept fait-il des jaloux ? Dans le reste de la France, par exemple. Oui. Il y a eu, je crois, Béziers. À Béziers, ils ont engagé une démarche un peu comparable avec Béziers Illuminé, qui était dans le même concept, mais avec des figurines beaucoup plus de contemporaines et qui rappelaient moins ce que représente Noël un peu partout sur les territoires. Mais on a fait des jaloux. Moi, j'ai rencontré des présidents de département qui m'ont dit, écoute, on a vu la Moselle dans le métro lorsque j'étais député et après, on a vu la Moselle dans le métro. On a vu des images qui sont exceptionnelles. Je leur ai envoyé des photos, je leur ai envoyé des films. Ils ont dit, effectivement, tu as eu une idée qui a été exceptionnelle parce qu'elle est couronnée de succès. On installe Noël de Moselle. Cela a permis à Metz d'obtenir la 3e place des plus beaux Noëls d'Europe. Et c'est grâce aussi à ce sentier des lanternes que Metz a été couronné, a été récompensé dans le cadre des Noëls de Moselle. Alors ça, ce sont des questions sur le fond, mais on peut aussi faire un point sur la forme. Ces lanternes, elles ont été dessinées par un artiste alsacien, lorrain, et elles correspondent à des personnages et à des contes de notre territoire. Et elles ont aussi, on va dire, un design qui rappelle un peu les vitraux. Est-ce que tout ça c'était voulu ? Oui, on l'a voulu dès le départ. On a voulu organiser à la fois le Noël de Moselle des sentiments, des saveurs, des odeurs, des parfums. Et c'est la raison pour laquelle on s'était rapproché de ce designer qui nous a présenté quelques éléments, les Méneleux d'Alsace. Et à partir de là, on l'a décliné pour qu'il y ait vraiment une chaleur qui se dégage. Alors c'est la lumière, certes, mais ce n'est pas que cela, puisque comme je le disais, ça rappelle notre enfance. Et je pense que nous avons besoin d'avoir ces repères, d'avoir ces références, à la fois les lumières, mais ensuite ces traditions, ces figurines, ces saveurs, ces histoires, puisqu'on raconte aussi ici la légende de Saint-Nicolas. Donc c'est tout cela, c'est toute cette tradition qui renaît ici à partir de ce site et puis de ce sentier des lanternes qui nous emporte pendant quelques heures dans les méandres de notre jeunesse et de nos souvenirs et de notre mémoire, mais surtout qui nous installe maintenant dans l'ambiance de Noël. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'au 30 décembre pour profiter de cette installation et peut-être même prendre le temps de découvrir les illuminations dans les autres communes qui forment ensemble la route des lanternes. Merci beaucoup Patrick Weyten pour votre présence à nos côtés dans ce paysage magnifique, il faut le dire. Merci et joyeux Noël. Notre image du jour est bien loin de la magie de Noël, mais il faut tout de même en parler. Elle est plutôt politique. À l'approche des élections, au sein du groupe Les Républicains, le maire de Metz, François Grosdidier, ne se reconnaît pas dans les 3 candidats potentiels. S'il pense voter par défaut pour Bruno Retailleau, il a annoncé ce jeudi matin qu'il ne cotiserait plus pour le parti si Éric Ciotti était élu. Pour raison, il a rappelé que ce dernier avait affiché de la sympathie pour le président Poutine avant la guerre en Ukraine. C'est tout pour l'actualité du jour. La suite de votre programme sera plutôt grenat. Place au Graoulimag dans un instant. Passez une très belle soirée illuminée sur Moselle TV et à demain bien sûr.